Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, à la draft 2001, 2002 et 2004, il n'y a eu que 29 choix alors qu'il y avait 30 équipes déjà en NBA à cette époque? La réponse, elle est là. C'est grâce à ce joueur-là, Joe Smith, ancien numéro 1 de la draft 95, drafté par les Warriors. Retour sur la carrière de ce joueur, une carrière complètement improbable entre scandale, trahison et infortune. Je vous propose un point sur le passage de Joe Smith en NBA. Le 28 juin 1995, les Golden State Warriors choisissent Joe Smith en premier choix de la draft NBA. Après 2 saisons universitaires à Maryland, où il tourna à 20 points et 10 rebonds de moyenne à 55% de réussite au tir et 42% de réussite à 3 points, Joe Smith, ailier fort promis à un avenir radieux, arrive à Oakland dans l'espoir de faire oublier l'épisode Chris Webber quelques années plus tôt. Après 2 premières saisons NBA réussies et des productions tout à fait honorables, Joe Smith décline durant sa 3e année NBA une proposition de prolongation de contrat des Golden State Warriors à hauteur de 80 millions de dollars. Ce choix, qui avec le recul a dû être amèrement regretté, va être le déclencheur d'une succession d'événements qui vont conduire à la déroute d'une franchise, à une carrière tourmentée, déchirée et beaucoup moins prometteuse qu'annoncée. Si vous le voulez bien, replongeons-nous dans le contexte de l'époque. Joe Smith est le premier choix de draft à se voir imposer les contrats rookies encadrés en NBA, qui font désormais loi, qui sont désormais la règle dans la NBA. Et Joe Smith, c'est le premier à signer un contrat NBA encadré, avec donc une somme de 8 millions de dollars pour 3 ans. L'année précédente, un certain Glenn Robinson, lui aussi premier choix de draft, s'était vu proposer le plus gros contrat rookie garanti de l'histoire, avec un deal de 68 millions de dollars garantis sur 10 ans du côté des Bucks, du jamais vu à l'époque. Vous avez dit pas de bol ? Parallèlement, au moment où Joe Smith décline l'offre des Warriors, Kevin Garnett, drafté la même année, quelques places plus tard et ayant des stats quasi similaires, se voit proposer une extension de 6 ans pour 120 millions de dollars par la jeune équipe des Minnesota Timberwolves. Les Warriors, victimes de leur vieux démon et toujours hantés par l'affaire Webber, craignant de perdre Joe Smith contre rien. Et oui, parce qu'à l'époque, les joueurs arrivant au terme d'un contrat rookie ne sont pas agents libres restreints. Ils sont agents libres standards et peuvent signer où ils le souhaitent. Et c'est comme ça que le Orlando Magic a perdu par exemple Shaquille O'Neal qui est parti aux Lakers. Donc ces Warriors, ils se décident à échanger Joe Smith aux Sixers contre Clarence Weatherspoon et Jim Jackson en cours de saison, donc en cours de la 3e saison de Joe Smith. Après un passage mitigé aux Sixers, Joe Smith se retrouve free agent à l'été 98, en pleine période de lockout. Vous avez dit pas de bol ? Ne trouvant aucune équipe en capacité de lui proposer un contrat à la hauteur de ses ambitions salariales, Joe Smith se rabat sur les Minnesota Timberwolves et signe un contrat surprise de 1 an pour 1,75 million de dollars, soit un contrat qui était bien en dessous de sa valeur marchande réelle à l'époque. Alors vous allez me dire, il tente la saison de transition dans une équipe en devenir et compétitive pour faire remonter sa cote et signer le jackpot à l'été prochain. Et là j'ai envie de vous dire, non. Parce qu'après une saison à 14 points et 8 rebonds de moyenne, à évoluer dans un front de courte avec Dean Garrett et Kevin Garnett, on est complètement dans du spacing années 90, où on tirait beaucoup moins à 3 points, quoique ce que les Sixers sont en train de nous proposer pour la saison prochaine pourrait y ressembler, toujours est-il que Joe Smith, après cette saison tout à fait correcte et dans la continuité de ses 3 premières saisons, il re-signe aux Wolves. Il re-signe aux Wolves pour 1 an
et 2,1 millions de dollars, soit pratiquement le même deal qu'à l'été dernier, avec juste la petite majoration de salaire encadrée, parce qu'il avait une année d'ancienneté en plus en NBA. Après donc une deuxième saison aux Timberwolves, par contre nettement moins réussie sur le plan individuel, mais intéressante sur le plan collectif, avec une équipe de Minnesota qui accroche les 50 victoires, mais qui reste éliminée au premier tour des playoffs, comme ce fut le cas à 6 ou 7 saisons consécutives. Josh Smith est à nouveau free agent. Et il signe là, à nouveau, un contrat de 1 an, cette fois-ci à hauteur de 2,5 millions de dollars, avec les Timberwolves. Alors vous allez me dire, il aime les grands espaces, il aime le grand air, il aime l'hiver du nord des États-Unis. Eh bien là, loin s'en faut, messieurs, dames, comme dirait le cultissime Georges Eddy. Le contexte de ces 3 contrats d'1 an au salaire minimum signé par Joe Smith avec les Wolves fut révélé dans le cadre d'un procès qui opposa Eric Fleischer et Andrew Miller, 2 agents auparavant associés qui entrèrent en guerre quand Miller quitta la société de représentation de Fleischer avec Kevin Garnett et Joe Smith dans ses bagages pour monter sa propre structure. Des documents compromettants furent rendus publics par Fleischer, le quitté, le lésé dans l'affaire, faisant état d'un accord secret entre les Wolves et Joe Smith qui, en contrepartie de la signature de 3 contrats successifs à un très petit salaire, le temps d'accumuler ses droits Bird, se serait vu proposer à l'issue un contrat longue durée de 86 millions de dollars, soit quelque part le même contrat qui avait été refusé quelques années plus tôt du côté des Warriors. Alors évidemment, la NBA s'empara du dossier. Et David Stern, alors commissaire en poste, décida de faire des Wolves un exemple. N'oubliez pas une nouvelle fois le contexte à l'époque qui était encore tendu entre les équipes, les joueurs, les propriétaires et la NBA sur le partage des revenus qui commençaient à être exponentiels avec effectivement la mondialisation de la NBA et l'augmentation des droits TV, et on était encore dans des CBA, dans une convention collective de la NBA qui était en train de prendre forme. La NBA considéra que cette affaire Joe Smith était un contournement non conforme des règles du salary cap, une sorte de fraude montée par les Timberwolves pour recruter des joueurs qu'ils n'auraient pas pu recruter autrement, faute de masse salariale disponible. Les sanctions furent lourdes, très lourdes, voire très lourdes. Le contrat signé par Joe Smith pour rempiler une 3e année aux Wolves fut annulé. Ses droits Bird furent annulés également. Vous avez dit pas de bol, car effectivement, droit Bird annulé égale extension max annulée dans la foulée. Les Wolves durent payer une amende de 3,5 millions de dollars. Glenn Taylor, le propriétaire de la franchise, fut suspendu pendant presque 1 an, devenant ainsi le premier propriétaire avant Donald Sterling du côté des Clippers à être banni aussi longtemps par la NBA. Kevin McHale, alors general manager de l'équipe, déclara n'être au courant de rien et se vit imposer un repos forcé de presque 1 an. Les Timberwolves se virent amputés de 5 choix de draft consécutifs, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, pas de tour de draft pour les Timberwolves. In fine, Minnesota put quand même récupérer le choix 2003 et 2005, en termes de succession d'appels et de contestation de cette condamnation. Choix 2003 et 2005 où les Timberwolves iront prendre Ndoubi Ebi, qui jouera un total de 19 matchs NBA dans toute sa carrière, et un certain Rashad McCants, qui cumulera 249 matchs en carrière, mais dont personne ne se souvient dans la planète NBA. Les mauvaises langues diront, enfin bref. Un McHale qui d'ailleurs résuma toute la situation en déclarant que la moitié des équipes NBA faisaient ça, mais qu'elles le faisaient très bien. Vous comprendrez, sans se faire attraper, là où les Timberwolves ont été effectivement très mauvais dans cette gestion des négociations entre un joueur, un agent et un club. Finalement, Joe Smith signa un deal d'1 an aux Pistons à l'été 2000, avant de revenir aux Wolves l'année suivante via un contrat signé à l'été 2001, son plus gros contrat en carrière, son paycheck contract à hauteur
de 34 millions de dollars sur 6 ans. Vous avez dit pas de bol? Finalement, Joe Smith rebondit d'équipe en équipe avant de terminer sa carrière en 2011 aux Lakers avec un dernier match NBA joué durant les playoffs où il foula les parquets pendant 4 minutes dans un blowout, dans une défaite lamentable de 36 points face aux Dallas Mavericks qui allaient devenir les futurs champions NBA de cet exercice 2010-2011. Il termine sa carrière en étant le joueur avec Jim Jackson, celui contre lequel il avait été échangé durant la saison 97-98. Il termine en étant le joueur ayant évolué dans le plus de franchises différentes, avec 12 franchises parcourues durant une carrière. L'ironie de l'histoire aura voulu qu'il soit l'un des joueurs NBA ayant raté, si vous me permettez l'expression, le plus d'argent en carrière en arrivant sous le régime des contrats encadrés, en refusant une extension de 80 millions de dollars et en se voyant imposer ou en étant complice, on ne le saura vraiment jamais, d'un système de gros contrats à retardement qui finalement n'a jamais pu se mettre en place parce que les Timberwolves se sont fait toper. Vous avez dit, pas de bol. Aujourd'hui, Joe Smith, malgré ses 65 millions de gains en carrière, est ruiné, déclarant lui-même ne pas avoir pris conscience que la moitié de ses gains revenaient dans la poche de l'oncle Sam. Je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo que j'avais fait là-dessus sur le vrai salaire des joueurs NBA, parce que quand un joueur touche 30 millions de dollars la saison, n'oubliez pas que la moitié de ce qu'il encaisse revient dans les poches du fisc américain. On vous vend souvent en France les États-Unis comme étant un espèce de paradis fiscal, mais c'est absolument pas le cas. Et Joe Smith l'a découvert à ses dépens, lui qui a beaucoup voyagé et qui a enchaîné les mauvais investissements, notamment immobiliers, en achetant des maisons à chaque fois qu'il se retrouvait dans un nouveau club et obligé de les revendre très très vite. Ventes précipitées qui sont forcément des ventes à perte au gré de ces multiples séquences d'intérim géographique en NBA. Pour résumer, l'histoire de Joe Smith nous rappelle qu'en NBA, plus que jamais, au-delà du travail, au-delà du talent, au-delà des performances pures, tout est qu'une question de timing et quelque part un petit peu de chance.